Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine de ce lundi 10 novembre 2025. Tout de suite, les titres. Algérie-Somalie, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud entame une visite officielle en Algérie. Les détails dans ce journal. Algérie-Allemagne, le président Tebboune reçoit une demande de son homologue allemand pour gracier l'écrivain Boualem Sansal. Intervenant sur Al24 News, l'historien français Benjamin Stora affirme la nécessité d'une reconnaissance officielle par la France de ces crimes coloniaux commis en Algérie. Sahara occidental, manifestation à Madrid samedi prochain pour soutenir le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Guerre au Soudan, les Soudanais qui ont réussi à fuir Al-Fashir, ville occupée par les forces de soutien rapide, témoignent de crimes à grande échelle commis par la milice contre la population. Les détails dans ce journal. On entame ce journal avec cette information. Le président de la République fédérale de Somalie, Hassan Sheikh Mahmoud, est arrivé lundi à Alger pour une visite officielle chargée par le président de la République. Le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, a accueilli le président somalien à son arrivée à l'aéroport international d'Alger, indique un communiqué de l'APN. Bourali était accompagné lors de la cérémonie d'accueil de plusieurs membres du gouvernement ainsi que de hauts responsables de l'État. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations de fraternité et de coopération entre l'Algérie et la Somalie et vise à les hisser à des niveaux supérieurs, traduisant la solidité des liens historiques unissant les deux pays et les deux peuples frères. La visite reflète la volonté des dirigeants des deux pays de consolider le partenariat et la concertation autour des questions d'intérêt commun. Restons en Algérie, le président de la République fédérale d'Allemagne, Frank-Walter Steinmeier, a demandé au président algérien Abdelmadjid Tebboune d'accomplir un geste humanitaire en graciant l'écrivain Boualem Sansal, détenu depuis un an, selon un communiqué de la présidence de la République algérienne. J'ai demandé à mon homologue algérien la grâce de Boualem Sansal. Un tel geste serait l'expression d'un esprit humanitaire et d'une grande clairvoyance politique. Il reflèterait les relations personnelles de longue date que j'entretiens avec le président Abdelmadjid Tebboune ainsi que les excellents rapports entre nos deux pays. Toujours en Algérie, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de vœux du sultan de Brunei, Hadji Hassan al-Bolkiah, à l'occasion du 71e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de libération. Dans son message, le sultan a souligné que les deux pays célèbrent cette année le 35e anniversaire de leur amitié. Il a appelé de ses vœux le renforcement de cette précieuse coopération au plan bilatéral et multilatéral, notamment à travers l'organisation de la coopération islamique des Nations Unies. Et le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu un message de vœux du président du Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake. Dans son message, le président sri-lankais a adressé ses chaleureuses félicitations au président de la République et au peuple algérien, réaffirmant la solidité des liens d'amitié unissant le Sri Lanka et l'Algérie. Le président sri-lankais s'est dit convaincu qu'ils continueront à se consolider dans les années à venir au service des deux peuples. Il a également adressé ses vœux de santé et de bonheur au président de la République et souhaité davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien.
Et le chef de l'État algérien Abdelmajid Tebboune a reçu aussi un message de vœux du président du Népal, Ramchandra Paudel. Dans son message, le président népalais a adressé au président de la République ses chaleureuses félicitations et ses vœux de santé et de bonheur, tout en souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple ami. Intervenant sur Al24 News, l'historien français Benjamin Stora a affirmé dimanche soir la nécessité d'une reconnaissance officielle par la France de ces crimes coloniaux commis en Algérie. Retour sur ces déclarations avec Souhilal Akilal. Massacres, dépossessions, explosions nucléaires, autant de crimes commis en Algérie par la France coloniale durant 132 ans. Aujourd'hui, 63 ans après, la France n'arrive toujours pas à assumer son passé colonial entaché de sang. Pour l'historien français Benjamin Stora, il est crucial de reconstruire l'histoire de manière chronologique et la rendre accessible au plus grand nombre des deux côtés de la rive. Et cela passe notamment par la restitution des biens volés et des archives. C'est qu'une histoire aussi longue, aussi compliquée et cruelle, qui a duré 132 ans, ne peut pas s'aplanir, ne peut pas se régler par un seul geste ou un seul discours ou un seul mot. C'est tout un travail qui a commencé à être fait d'ailleurs. On a commencé à mettre en place une chronologie de cette pénétration coloniale, une chronologie très fine, très importante, sur 50 ans, puis ensuite, bien sûr, un inventaire des biens à restituer à l'Algérie. La tâche qu'on s'était assignée dans cette commission, c'était aussi, bien sûr, le partage des archives. Benjamin Stora a tenu à rappeler que la colonisation française en Algérie a été rythmée par la dépossession des Algériens de leurs terres, les vols et les massacres d'Algériens, ce qui a constitué des crimes contre l'humanité, des crimes qui ne figurent pas dans les manuels scolaires des Français et que la France a toujours tué et passé sous silence. Le système colonial a été un système de dépossession de ce qu'a été la nation algérienne, de ce qu'a été le peuple algérien. Donc le problème, c'est là, effectivement, réappropriation de la souveraineté perdue. Et donc tout le travail qui a été mené et que j'ai mené avec d'autres, c'est précisément de reconstruire, de construire tout ce récit national confisqué pour essayer de le faire partager au plus grand nombre. Concernant la position d'une partie de la classe politique française qui veut fausser l'histoire et remettre en cause le passé colonial de la France et ses crimes en Algérie, en mettant en avant l'aspect positif de la colonisation sous le slogan « La mission civilisatrice de la France », Benjamin Stora estime qu'il est urgent que Paris reconnaisse enfin ses crimes de guerre en Algérie, car ce qui se passe réellement est une guerre idéologique menée de front par l'extrême droite française. Chez les intellectuels, dans la presse, etc., il y a quand même beaucoup de monde qui est mobilisé pour empêcher cette réécriture de l'histoire, pour faire en sorte qu'on puisse reconnaître les crimes qui ont été accomplis. Il y a une vraie prise de conscience, je l'ai vu moi. Pour Benjamin Stora, rétablir la vérité historique de la colonisation française en Algérie sera un processus de longue haleine, mais il compte sur la prise de conscience de la jeunesse et des intellectuels en France qui découvrent la vraie histoire et rejettent la réécriture fallacieuse de l'histoire coloniale française par des idéologistes nostalgiques de l'Algérie française. Et le secrétaire d'État algérien chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Cheib, a annoncé le lancement d'une plateforme électronique permettant de valoriser les projets des membres de la communauté algérienne à l'étranger dans différents secteurs lors du 3e atelier international sur les énergies renouvelables, les mines et l'environnement tenu en Algérie. Sofiane Cheib a expliqué que la plateforme permettrait aux membres de la diaspora de communiquer avec différents secteurs et ministères algériens. On l'écoute. Je saisis cette occasion pour réaffirmer que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour concrétiser la vision stratégique clairement définie par le président de la République au bénéfice de la communauté nationale à l'étranger. Nous poursuivrons notre coordination avec les différents secteurs et parties prenantes afin d'apporter le soutien et l'assistance nécessaires à nos talents expatriés afin qu'ils puissent mener à bien leurs idées et leurs projets dans leur pays d'origine. Dans ce contexte, nous poursuivons nos efforts pour le lancement d'un portail électronique favorisant la communication entre nos talents expatriés et les différents organismes et secteurs de l'intérieur du pays, ce qui est au cœur des priorités du secrétariat d'État afin de créer un espace interactif et efficace permettant de répondre aux différentes propositions, projets et initiatives présentées.
De son côté, le recteur de Jamia al-Jazair, Mohamed Mahmoud Al-Kassimi, a appelé un bon investissement dans les énergies renouvelables pour réaliser le développement durable. Mahmoud Al-Kassimi a souligné la nécessité de considérer les ressources naturelles dont regorge le pays comme un devoir et une responsabilité ethnique et non comme un simple gain matériel. On l'écoute. Les ressources naturelles que Dieu a données à l'humanité qui abondent sur Terre doivent être perçues comme un héritage civilisationnel avant d'être considérées comme des gains matériels et des biens de consommation. L'énergie solaire, éolienne et hydraulique sont des signes de la miséricorde divine envers l'humanité et exigent que leur exploitation soit menée avec prudence, sagesse et rationalité. La transition énergétique en Algérie et dans le monde musulman ne doit pas être considérée comme un simple choix économique ou matériel, mais bien comme un impératif moral et civilisationnel. Toujours en Algérie, le ministre algérien du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamal Erzik, a examiné avec l'ambassadeur de la République fédérale du Brésil en Algérie les voies et moyens de développer les relations commerciales et de renforcer la coopération économique entre les deux pays, selon un communiqué du ministère. Lors de la rencontre, le ministre a souligné la nécessité d'échanger les expertises dans les secteurs d'intérêt commun dans le cadre d'une coopération basée sur le principe gagnant-gagnant. De son côté, l'ambassadeur brésilien a fait part de la disposition de son pays à développer la coopération économique avec l'Algérie et de sa volonté d'élargir les domaines de partenariat commercial compte tenu des potentialités des deux pays. Et au Maroc, des militants des droits de l'homme et des politiciens ont remis en question le récit du régime du Makhzen concernant la tragique disparition de l'opposant à la normalisation Sion Assidon. Présent lors des funérailles à Casablanca, les représentants de l'Association marocaine des droits de l'homme ainsi que plusieurs partis politiques et des compagnons du défunt ont renouvelé leur demande d'ouvrir une enquête impartiale pour élucider les circonstances obscures de l'incident dont Assidon a été victime il y a 3 mois, privilégiant l'hypothèse d'un assassinat prémédité, contrairement à la version du pouvoir judiciaire marocain. Les enquêtes menées par les autorités judiciaires ne suffisent pas à apaiser les doutes. Cette personne était en bonne santé, en pleine possession de ses facultés physiques et mentales. Puis elle est tombée d'un arbre chez elle et a sombré dans un coma qui a duré 3 mois. Les médecins ont déclaré que la blessure était profonde. À mon avis, il faut mener des investigations plus approfondies pour connaître toute la vérité sur ce qui est arrivé à cet homme. Nous réclamons la vérité concernant cette grande ambiguïté qui entoure ce qui lui est arrivé. Nous ne permettrons pas qu'elle passe sous silence. Nous continuerons à exiger la vérité telle qu'elle est. Et le mouvement de solidarité espagnol avec le peuple sahraoui a annoncé l'organisation samedi prochain d'une marche dans la capitale Madrid pour soutenir le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, à la liberté et à l'indépendance. Cette marche vient 50 ans après la signature du funeste accord de Madrid le 14 novembre 1975 qui a permis au Maroc d'occuper le Sahara occidental. Elle constitue une occasion importante de rappeler au gouvernement espagnol son engagement à soutenir toutes les initiatives politiques nécessaires pour parvenir à une solution juste et définitive par le biais d'un référendum permettant au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable à l'indépendance et à la souveraineté sur l'ensemble de ses territoires et ressources. Nous devons, en tant que syndicats ouvriers, organisations sociales, groupes de solidarité internationale et organisations de gauche, soutenir fermement la marche de soutien au peuple sahraoui le samedi 15 novembre courant. Et à Alger, une rencontre internationale a réuni plusieurs acteurs institutionnels et humanitaires autour d'un même objectif, celui de renforcer l'éducation dans les camps de réfugiés sahraouis. Un échange pour évoquer les défis mais aussi l'espoir porté par l'école. C'est un sujet signé Flah Leili. À Alger, une rencontre a été consacrée lundi à l'éducation dans les camps de réfugiés sahraouis. Un échange pour évoquer les difficultés et les moyens d'améliorer la scolarisation des enfants.
Bon, il y a beaucoup de défis dans le cadre de l'éducation. Il y a à peu près 36 000 enfants qui vont à l'école dans tous les différents cycles, surtout de préscolaire, primaire et moyen et secondaire. Et ici, on a vraiment besoin d'appuyer ces professeurs pour avoir les capacités, mais aussi la motivation pour pouvoir donner cet espace et la chance pour les enfants sahraouis d'apprendre et avoir le droit à leur droit fondamental qui est l'éducation. C'est importante. Les intervenants ont salué le rôle de l'Algérie qui accueille depuis des années les élèves sahraouis et soutient leur parcours scolaire. Jusqu'à aujourd'hui, l'Algérie est pris en charge totale de l'école secondaire, de l'université et une partie de l'ECM. Il y avait aussi, dans le cadre de la coopération bilatérale entre le ministère de l'Éducation algérien, national algérien et le ministère de l'Éducation supérieure et la formation et avec le ministère de l'Éducation sahraoui. Il y avait l'appui technique, il y avait l'appui administratif et, pour améliorer les systèmes sur place. La rencontre a mis en avant aussi la coopération internationale et l'importance de poursuivre les efforts pour avoir un enseignement de qualité supérieure. Pour nous, c'était très important de soutenir et donc d'ouvrir nos portes à tous les sujets impliqués dans cet événement qui sont aussi les ministères de l'Éducation nationale algérien, les ministères des Affaires étrangères et tous les bailleurs, donc les agences des Nations Unies, UNICEF, UNHCR et aussi les Croissants Rouges et les autorités sahraouies, bien sûr, parce que l'éducation des enfants, c'est vraiment un levier de développement, de paix, d'espoir pour les enfants. Malgré un éloignement forcé de leur terre natale, les enfants sahraouis dans les camps de réfugiés militent, tout comme leurs aînés, pour un avenir meilleur. Ils sont et resteront le porte-drapeau d'une cause juste, celle d'arracher l'indépendance de leur territoire occupé illégalement depuis plus de 5 décennies par le colon marocain. Au Darfour, la ville d'El-Fasher est aujourd'hui le théâtre d'une vraie tragédie. Après des mois de siège, les forces de soutien rapide ont pris le contrôle de la ville. Des milliers de civils ont fui les bombardements, d'autres ont péri. Les survivants racontent l'enfer qu'ils ont vécu sur la route de l'exil. Commentaire Maria Chouillard. Dans la région du Darfour au Soudan, la ville d'El-Fasher est devenue le symbole d'une tragédie humaine. Depuis que les forces de soutien rapide se sont emparées de la cité après un siège de longue durée, ceux qui ont survécu racontent un périple de douleur et de perte. Il nous a fallu 8 jours à pied avant de trouver un moyen de transport. Nous étions 18 à essayer de fuir Al-Fasher et nous en avons perdu 6 en chemin sans pouvoir les retrouver. Il y avait des meurtres, on a vu de tout sur la route, vous pouviez être torturés et vous faire voler votre téléphone portable et votre argent. De nombreux jeunes ont été humiliés, plusieurs ont été tués juste devant nos yeux. Les rues étaient jonchées de corps de jeunes hommes. Nous avons été traités avec cruauté. D'après l'ONU, près de 13 millions de personnes ont été déplacées de force depuis avril 2023. Parmi elles, plus de 8 600 000 ont dû fuir à l'intérieur du pays. Abdelghafar Adam, dans sa fuite d'El-Fasher, raconte avoir assisté à des tragédies terribles. Cette guerre n'a fait que nuire aux gens ordinaires. Nous, en tant que civils, ne portons aucune responsabilité dans cette guerre. Nous sommes ceux qui ont subi le plus d'humiliations. Des corps sont éparpillés sur la route, sans personne pour les enterrer. Depuis la chute de la ville aux mains des forces de soutien rapide, les témoignages se multiplient. Ils font état d'exécutions sommaires, de violences de tout genre, de pillages d'hôpitaux et de déplacements forcés. Des récits insoutenables qui témoignent de la brutalité des FSR. Nous avons perdu beaucoup de personnes. Mes cousines et mon oncle sont portés disparus, comme beaucoup d'autres personnes. Et mes voisins sont également portés disparus à cause des bombardements. Les témoignages de viols, d'enlèvements et de massacres se multiplient depuis le 26 octobre, date à laquelle les forces de soutien rapide ont pris le contrôle d'El-Fasher. La chute d'El-Fasher marque ainsi un tournant tragique dans la guerre au Soudan. Et en Égypte, les Égyptiens se sont rendus ce matin au bureau de vote pour exprimer leur voix
lors de la première phase des élections pour renouveler l'Assemblée nationale qui se déroulera sur 2 jours sous supervision judiciaire. Les élections de la première phase se tiennent dans 14 gouvernorats comprenant 5606 bureaux de vote avec un total de plus de 35 millions d'électeurs ayant le droit de voter lors de cette phase électorale. Le dépouillement des votes est prévu après la fermeture des urnes demain soir en vue de l'annonce des résultats le 18 novembre courant. Et en Guinée, la Cour suprême a publié une liste provisoire de 9 candidats à l'élection présidentielle du 28 décembre sur laquelle figure le président de transition Mamadi Doumbouya. Parmi 51 dossiers enregistrés, la Cour suprême a retenu 8 autres candidats, pour la plupart peu connus du grand public. Le scrutin présidentiel espéré depuis des années par la population et la communauté internationale doit acter la fin de la transition en cours depuis septembre 2021. Plus de 6,5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes pour la présidentielle du 28 décembre 2025. Et la première édition du Fennec d'or organisée par la Gazette du Fennec a vu le défenseur Rami Ben Sebaini être élu joueur algérien de l'année. Je vous propose justement d'écouter Rami Ben Sebaini, footballeur international algérien. Voilà, il y a déjà pas mal de personnalités assez connues en Algérie, des artistes, des footballeurs. Donc ça fait du bien d'avoir du bon monde. Comme on dit, on est entre nous. Donc voilà, c'est très bien. En fait, c'est bien voilà, d'avoir toujours une récompense et comment dire, je sais pas comment expliquer exactement pour voilà, valoriser les efforts, que ce soit pour les footballeurs, pour Imen parce que je l'ai vu derrière, pour tous les sportifs ici. Donc ça nous pousse à nous donner encore à fond. Et l'ancien international algérien Antar Yahya était également présent à cette cérémonie. On l'écoute. Tous les événements qui peuvent rassembler tous les pratiquants des différentes disciplines, des différents sports au niveau national et international, elles sont toujours les bienvenues. Et puis c'est des moments aussi qui permettent de se rassembler entre sportifs, entre anciens sportifs, entre différents entraîneurs des différentes disciplines. Et puis surtout, ce qui nous rassemble tous, c'est notre amour pour l'Algérie. Puis le fait aussi que ça se trouve à l'extérieur du pays, ça rassemble des gens qui vivent en Algérie, des gens qui vivent à l'extérieur. Et puis le dénominateur commun, c'est l'amour qu'on a pour notre pays. Donc c'est fort aussi que par moments, ça se déroule aussi à l'extérieur. Et le sport féminin était présent aussi à cette cérémonie avec la présence de la championne olympique de boxe, Iman Khalif, qui a décroché la médaille d'or aux Jeux olympiques de Paris. Regardez. C'est une initiative très importante et je tiens à remercier la Gazette des Fennecs pour cette belle organisation. Le choix de Paris est également excellent car nous avons ici une grande communauté algérienne. Je leur avais dit que cet événement ne pouvait qu'être une réussite, justement parce que notre communauté attend ce genre de rendez-vous. Nous espérons qu'il y aura d'autres éditions à l'avenir car ce type d'initiative est à la fois encourageant et motivant pour les joueurs comme pour nous les sportifs. C'est vraiment un honneur d'en faire partie et de partager ces moments. La cérémonie s'est déroulée hier dimanche soir à Paris. C'était des propos recueillis par notre envoyé spécial Nariman Zekar. Et puis la sélection nationale de football est arrivée dimanche soir à Jeddah en vue des 2 matchs amicaux prévus face au Zimbabwe et l'Arabie Saoudite respectivement les 13 et 18 novembre au stade du Roi Abdallah dans le cadre de la préparation de la CAN 2025, a indiqué la fédération algérienne. Pour rappel, les Verts restent sur une qualification pour la phase finale de la Coupe du Monde 2026 en réalisant 2 victoires face à la Somalie et l'Ouganda, comptant pour les dernières journées des qualifications.
Un mot de culture à présent, la 28e édition du Salon international du livre d'Alger, organisé du 29 octobre au 8 novembre, a enregistré une affluence de plus de 6 millions de visiteurs selon le commissariat du Salon. La 28e édition du SILA, organisée sous le haut patronage du président algérien Abdelmadjid Tebboune, s'est tenue sous le slogan « Le livre Carrefour des cultures » avec la participation de 1254 maisons d'édition de 49 pays, dont la Mauritanie comme invité d'honneur. Place au 7e art à présent. Timimoun s'apprête à accueillir le premier festival international du court-métrage célébrant la diversité et le renouveau justement du 7e art africain. Du 13 au 18 novembre, réalisateurs, producteurs, comédiens et cinéphiles s'y retrouveront avec pour ambition de contribuer à une renaissance d'une forme justement de 7e art. 6 jours durant, l'Oasis, qui a toujours attiré et séduit par la beauté de ses paysages et la qualité de sa lumière, sera un carrefour culturel où la richesse du patrimoine africain sera mise à l'honneur. Le Sénégal prendra part en tant qu'invité d'honneur aux côtés de 31 autres pays avec un regard centré sur l'Afrique qui sera représenté par 23 pays. Voilà, c'est avec ces belles images que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al 24 News. À demain.